Salut les Saiyans et bienvenue sur la chaîne DB Times. On se retrouve pour un DB Flash qui reviendra donc sur toute l'actualité de la semaine autour de Dragon Ball. En fin de vidéo, je vais vous parler un tout petit peu et aussi on va aborder le sujet de l'épisode 63 de Dragon Ball Super. Cette semaine, on commence directement par les figurines avec la Dragon Ball Figure Rise Mechanics du pod spatial Saiyan avec une figurine de Vegeta. Ça sort chez Bandai au prix de 3800 yens. Viennent ensuite les Dragon Ball Collection Volume 2 avec Kame Sennin et Oolong qui viennent de sortir le 25 octobre au Japon. Elles mesurent 15 cm chacune et sont entièrement en PVC. Ce 25 octobre, encore une fois, sont sortis les Dragon Ball WCF animé 30th Anniversary Volume 1. La série reprend l'idée de la frise du manga Dragon Ball au format tankobon, mais avec d'autres personnages et d'autres poses. La première série contient Goku sur son Kinto-un, Kame Sennin, Bulma, Kulilin, Yamcha et Puer, ainsi que Tao Pai Pai. Les figurines mesurent environ 8 cm. La série 2 quant à elle est prévue pour le 17 novembre avec Goku, Piccolo, Vegeta, Raditz, Frieza forme finale et Ginyu. Ensuite la DXF de Frieza forme finale qui représente bien la scène où il s'écrie « Tu m'as fait mal à l'instant, j'ai vraiment eu mal ». Ah c'est cette scène, vous la voyez parfaitement, juste après avoir bloqué d'une seule main le Kamehameha de Goku exécutant le Kaioken x20. Une des scènes associées à une des répliques les plus cultes de Frieza en version originale. Du côté de Mega House, la Dimension of Dragon Ball de numéro 18 sortira le 30 octobre 2016 au Japon. Et n'oubliez pas qu'elle contiendra un morceau de Cell Junior qu'il suffira d'assembler avec les autres qui sont présents avec les DOD de Perfect Cell et de numéro 17 pour pouvoir former un Cell Junior à part entière. Dans nos contrées maintenant, la Figure Art Zero de Majin Buu Pure, sortie en avril dernier au Japon, sortira en France pour octobre-novembre de cette année, donc c'est-à-dire là sous peu. À ne pas louper. La version globale de Dragon Ball Z Dokkan Battle, le célèbre jeu smartphone, vient de subir une grosse mise à jour et est donc passé en version 2.13.1. L'écran de titre a changé et met l'accent sur le crossover qui a lieu avec le jeu One Piece Treasure Cruise, qui est également un jeu smartphone. Dokkan Battle et Treasure Cruise ont donc droit à un crossover et le jeu nous le fait savoir. En outre, comme cette mise à jour a mis à peu près 800 000 ans à se faire ce lundi 24, on était tous en attente comme des enfants d'ailleurs, Bandai Namco nous a offert 30 pierres du dragon tout spécialement pour l'occasion. 30 pierres du dragon car Dokkan Battle fait également ses 100 millions de téléchargements à travers le monde. Perso, j'ai même eu 41 pierres du dragon au total avec tout ce bazar et j'ai de quoi être bien content pour le portail qui arrive prochainement avec Super Végétaux. Gardez d'ailleurs vos pierres du dragon pour ce portail car ça va être du très lourd. Et je vous explique pourquoi il y a de quoi être content. Car avec cette mise à jour, 3 nouveaux événements viennent d'être ajoutés, 4 même maintenant. On a l'événement charge limitée, on a l'entraînement de Kame Sennin, et on a une montagne de Zeni, c'est-à-dire le tournoi de Mister Satan. Du très lourd, et on a aussi le crossover avec One Piece qui vient tout juste de débuter aujourd'hui, et vous pouvez le commencer d'ores et déjà et vous battre contre Doflamingo. C'est donc à faire absolument pour remporter des pierres du dragon, de l'XP, des objets et aussi des Zeni. Du côté de la version japonaise maintenant, la collaboration entre Arale et Dokkan Battle dont on vous parlait dans le précédent DB Flash vient d'arriver et voici le genre de cartes que l'on peut obtenir dans le jeu désormais. On a aussi ce portail Jap qui marche avec des tickets et qui récompense donc tous ceux qui ont utilisé des pierres du dragon et qui est extrêmement chaud et ne respecte plus vraiment la version globale qui se sent presque à milieu de la hype qu'on peut ressentir avec ce portail de ouf sur la version japonaise. Le jeu PS4, PC et Xbox One, maintenant Dragon Ball Xenoverse 2, vient de sortir en Amérique du Nord ce mardi et va sortir demain chez nous en France et en Europe et vous l'avez peut-être déjà entre les mains. On pourra en tout cas y jouer ce vendredi et pour patienter vous avez une pléthore de vidéos dont je vous ai mis les liens en description. Super Dragon Ball Heroes va débuter au Japon le 11 novembre et de nouvelles vidéos viennent de sortir pour présenter la série. Je rappelle qu'à la base Dragon Ball Heroes est un jeu d'arcade sur le modèle graphique de Dragon Ball Z Budokai 3 qui se décline en série où l'on combat des adversaires à l'aide de cartes à jouer et à collectionner. Ce jeu d'arcade existe depuis 2010 sous le nom de Dragon Ball Heroes et Super Dragon Ball Heroes débarque donc pour donner un coup de neuf à toute cette licence en intégrant quelques nouveautés fort sympathiques au jeu d'arcade. Possibilité de combattre à plusieurs, nouveaux personnages, plateau interactif pour jouer et positionner ses cartes de combat, bref, plein de nouveautés bien attendues auprès des joueurs japonais, d'autant que toutes les cartes issues des précédentes séries de Dragon Ball Heroes seront conservées au sein du jeu et qu'on pourra donc jouer avec des personnages issus des toutes premières séries comme Bojack, Gokuas, Popovich et évidemment les persos de base issus des séries télé, Son Goku, Vegeta et toute la clique, ainsi que les premiers avatars. Car oui, le but est aussi de former une équipe avec son avatar, qu'il soit Saiyan, Namek, Kaioshin,
Humain Artificiel, Majin ou même du clan de Frieza. La nouvelle série en date met donc à l'honneur de nouveaux personnages créés tout spécialement pour le jeu, dont Xenovegex, la coalescence avec les Potala de Xenotrunks et Xenovegeta, mais aussi le grand méchant de l'histoire et le chef de l'armée du Royaume des Ténèbres, Mechi Kabula, le grand-père de Towa et Dabura. D'abord, un joyeux anniversaire à Masako Nozawa, la seiyuu, et donc comédienne de doublage et voix originale de Son Goku, mais aussi de Son Gohan, Son Goten, Bardock et par extension Thales, Goku Junior ou encore Goku Black, sans parler des fusions et tous ses personnages. Elle a fêté ses 80 ans ce 25 octobre 2016, et c'est une véritable légende au Japon, car n'oublions pas qu'en plus d'être la célèbre voix de Son Goku, ou encore de Kitaro dans Gegege no Kitaro, c'est aussi une des toutes premières seiyuu au Japon. Elle a débuté sur des dramatiques enregistrés en live à l'époque, lorsque le doublage commençait à peine et que les japonais importaient des films américains et qui faisaient doubler en direct, oui en direct, et aujourd'hui le doublage a bien changé et Goku reste toujours le rôle de sa vie. Toriyama a même déclaré qu'il ne peut s'empêcher d'entendre la voix de Nozawa-san lorsqu'il dessine Goku, car elle est immédiatement associée au personnage. C'est d'ailleurs lui qui l'avait choisi à l'époque où la série Dragon Ball allait débuter. Une bien belle histoire. En parlant de Nozawa-san, elle était présente en compagnie de Ryo Horikawa, le seiyuu de Vegeta, à un événement pour célébrer les 6 ans de Dragon Ball Heroes et l'arrivée de Super Dragon Ball Heroes au Japon. Au programme, il y avait quelques révélations sur les séries, dont on vous a parlé notamment, et également un tournoi entre gamers. Avant de parler de l'épisode 63 en détail, revenons d'abord sur l'audience de celui-ci qui fut de 5,7%, soit une petite baisse de 0,5% par rapport à la semaine passée. Bon, c'est pas une grosse baisse car DBS se maintient sensiblement à la même position dans le top 10 des animés les plus vus, mais disons que le public japonais s'est peut-être trouvé mieux à faire ce dimanche matin, pour une obscure raison, allez savoir pourquoi en tout cas, puisque je ne sais pas ce qu'il y avait en face sur les autres chaînes. On va donc aborder maintenant le sujet de l'épisode 63 et l'analyser, donc si vous ne l'avez pas encore vu, ou que vous ne souhaitez pas être spoilé, cliquez sur la capsule anti-spoil pour sauter cette partie ou rendez-vous au timecode indiqué. C'est fait ? L'épisode 63 débute donc avec Bulma à Capsule Corporation qui alimente de nouveau la Time Machine en énergie, tandis qu'au Palais de Dieu, Vegeta a terminé son entraînement et explose le décor. La salle de l'esprit et du temps dans laquelle il s'entraînait n'étant pas située dans le palais de Dieu, c'est difficile de concevoir ce qui vient de se passer dans cet épisode. Car oui, la porte menant à la salle est dans le palais, mais la salle, elle, est dans une autre dimension. Donc Vegeta n'a pas pu techniquement détruire la salle, logiquement. En tout cas, tout ce qu'il a pu potentiellement faire, c'est exploser la porte d'entrée, le hall, ou encore sortir de la salle via une brèche interdimensionnelle comme Majin Buu ou Gotenks à l'époque, et ainsi causer des dégâts à l'extérieur. Là où il est sorti donc. Évidemment, si le passage était mieux amené et expliqué, on ne se poserait pas ce genre de questions, on ne chercherait même pas la logique interne à l'œuvre pour tenter de comprendre le passage. Ensuite, à Kame House, Goku a aussi terminé son entraînement au Mafuba et a reçu la jarre qui doit servir à enfermer Zamasu du futur à l'aide de la technique ancestrale. Notons que cette jarre est en fait identique aux jarres à Senzu que possède Kalin, et en lisant les annonces des synopsis des épisodes à venir, il y a quelques semaines, je pensais qu'on aurait droit à un nouvel autocuiseur ou un objet gaguesque pour enfermer Zamasu, car ce serait tout à fait dans l'esprit de Dragon Ball, mais finalement non, on a une simple jarre. C'est pas très funky tout ça, c'est pas très toriyamesque si je puis dire. Mais bon, j'ai du mal à croire que l'anime a changé l'objet par rapport au scénario initial de l'auteur, donc même s'il faut attendre le manga pour en être certain, la logique voudrait quand même que sur le script de Toriyama figure le nom de l'objet dans lequel Goku va sceller Zamasu du futur, ou en tout cas tenter de le sceller, on verra après. Bon, pendant ce temps-là, dans le monde futur, Trunks se réveille et prend peur en voyant le visage de Yajirobe face à lui. Et on a droit à une petite scène gaguesque avant qu'il n'apprenne que Mai est parti pour tenter d'abattre Black après avoir trouvé son repère. Et effectivement, là-bas, Mai a recours à un fusil de sniper et à une balle spécialement conçue par la Bulma du futur pour atteindre Black, car la balle posséderait apparemment une plus grande force de pénétration qu'une balle normale. Cependant, la tentative de Mai du futur échoue puisqu'elle frappe la Potala de Black, Potala qui ne se brise pas, signe que ce trésor des Kaioshin est plutôt résistant. Immédiatement, les deux Zamasu sont sur le qui-vive et lancent un Kikora combiné en direction de l'endroit d'où venait le tir. Mai et les deux résistants qui l'accompagnent sont sur le point de se faire engloutir par l'attaque quand soudain, Trunks du futur surgit et bloque l'énorme boule de ki. Il la renvoie et demande à Mai et aux autres de partir. Tout en étant au moins en Super Saiyan 2, Trunks déploie son aura bleutée, aperçue dans l'épisode précédent, et part à la rencontre des deux Zamasu.
Zamasu du futur montre une nouvelle fois son aptitude à se sacrifier pour servir de bouclier à son alter ego, tout en profitant des joies qu'apporte son immortalité, tandis que Black, lui, commence à être acculé par la colère et la fougue du jeune Trunks. Le fils de Vegeta combat au maximum de ses capacités et lance un puissant canon Garrick, donc Gyalikuho en japonais, qui propulse Goku Black à travers le décor et part le faire s'écraser dans une montagne. J'ai beaucoup aimé cette scène de combat car elle nous met bien en évidence les puissances des deux personnages et également leur motivation à combattre. Le paysage se retrouve transformé par leur pouvoir, ce qui est normal à ce niveau-là, et c'est malheureusement pas quelque chose qu'on retrouve dans tous les épisodes, donc c'est d'autant plus appréciable, car vous le savez maintenant que les personnages ont atteint un niveau de puissance tel qu'ils peuvent détruire des planètes avec seulement un petit Kikora, c'est difficile de rendre leur bataille impressionnante sans que cela ne parte en cacahuète à tous les épisodes. Et bien en tout cas ici c'est bien fait et de manière générale tous les combats de cet épisode 63 sont bien réalisés. L'animation également est top lors des phases d'action donc il faut aussi le souligner. On a aussi ce frémissement à chaque échange de coups et encore une fois la réalisation et donc le storyboard de Kazuya Karasawa est plutôt bien fichu et se mélange bien avec ce qu'en ont fait Takeo Ide, Yoshitaka Yashima et Shuichiro Manabe à l'animation. Je suis pas vraiment un grand fan de Yashima, vous devez le savoir depuis que vous suivez les débuts Flash, en tout cas si vous les suivez depuis un moment, mais Ide, en tout cas Ide, c'est mon gars sûr, ça je vous le dis, c'est direct mon gars sûr. Il n'était pas directeur de l'animation sur cet épisode, mais superviseur, et c'est donc lui qui a supervisé l'animation et corrigé ce qui devait l'être. Ainsi on a une animation soignée et homogène, car après tout c'est son rôle d'homogénéiser la chose en retouchant l'animation lorsqu'elle s'écarte trop du style désiré sur l'épisode. Bref, Takeo Ide, j'ai vraiment senti sa patte sur l'épisode et ça m'a fait franchement plaisir. C'était beau à voir. Et bon, je sais déjà que les fanboys et rageux vont partager et liker cette fois-ci car je dis du bien de l'animation qui vaut franchement le détour, et quand ça sera pas le cas, je le dirai aussi. Lorsque je dis que l'animation est pas terrible parce que c'est le cas, on a droit à des commentaires, ouais mais vous en avez pas marre de parler de l'animation, nanana, etc. Je fais une petite aparté 2 secondes dans l'analyse pour revenir sur ça, car c'est franchement un truc qui m'agace. Je comprends pas le principe de parler d'un truc que seulement quand ça vous arrange. Je suis pas payé par Toei Animation pour vanter les mérites de la série, je fais simplement des analyses, c'est mon humble avis en tout cas, je donne mon point de vue sur la chose et j'essaie d'apporter quelques connaissances ci et là si je peux. Et l'animation j'adore ça, c'est vraiment un domaine que je connais particulièrement, donc je vais pas me retenir d'en parler quand c'est moche, juste pour faire plaisir à Jean-Baptiste qui regarde des BS avec des culs de bouteille, ça je vous le dis tout de suite. Donc quand c'est beau comme ici, quand c'est super, je le dis, et quand c'est moche, je le dis. Donc voilà, je vais pas me retenir ça, que ce soit clair et net. Il y aura pas de quand c'est beau, on va dire ouais c'est super, Dragon Ball Super c'est bien et tout. On me file pas de billets pour ça, donc j'ai pas de droit à faire le fanboy et le gober si je puis dire de Dragon Ball Super. Moi j'analyse en tant que fan. Voilà, j'aime bien quand on fait des beaux trucs avec ce que j'aime et j'aime pas quand on fait des sales trucs avec ce que j'aime. Voilà, je vais pas me retenir de parler de l'animation quand c'est moche. Et là c'est beau, donc je dis c'est beau, donc voilà, je félicite. Bref, got a problem. Voilà, maintenant qu'on a parlé des commentaires extrémistes, ils sont très peu nombreux mais il fallait au moins le préciser, on peut revenir sur cette analyse de l'épisode 63 qui ma foi était fort en émotion, car Trunks tente de se sacrifier ensuite pour emporter Zamasu du futur avec lui, et pour ce faire, il augmente son ki à son paroxysme et tente de se faire exploser. Mais son attaque échoue car Black le transperce de sa lame de ki juste au moment où il allait exécuter sa technique. Trunks tombe alors au sol et semble sur le point de mourir, quand soudain, Goku et sa clique rappliquent à bord de la Time Machine. Notons que les deux Zamasu avaient prédit leur retour un peu plus tôt dans l'épisode et s'attendaient justement à ce que ce combat soit le dernier qu'ils aient à livrer contre eux avant que le plan Zéro Humain ne soit enfin réalisé. L'arrivée de Goku, Vegeta et Bulma permet à Mai de secourir Trunks du futur avec un Senzu, mais la Time Machine est attaquée par Black. Malheur, la jarre qui devait sceller Zamasu du futur via la technique du Mafuba était justement dans la Time Machine. Elle est donc en miettes. Pendant que Vegeta rouspète Goku, qui a été négligent en laissant la jarre dans cette Time Machine, c'est pas possible, il aurait dû la sortir quoi. Zamasu du futur nous fait un petit monologue tranquille mais totalement dans le vent. Chose que souligne Black, mais ça ne semble pas le gêner davantage. Cette scène comique amorce d'ailleurs 3 gags à venir ensuite dans cette séquence, qui est pourtant très intéressante puisqu'elle introduit le combat final. Elle mélange donc gag et tension, et durant cette séquence, Gowasu et le Kaioshin de l'Est de l'univers 7 apparaissent et surprennent les deux Zamasu. Gowasu fait encore preuve de naïveté comme à l'habitude en tentant de réprimander son élève, donc Black, et non pas le Zamasu du futur, et cette confusion d'ailleurs crée un autre gag au sein de l'épisode. Au final, Gowasu passe encore pour un crétin, mais cette scène redore quand même le blason du Kaioshin de l'Est et permet aussi d'emmener des Potala dans le monde futur de Trunks, et ça c'est pas négligeable, et Dieu sait que ça peut servir si vous voyez ce que je veux dire.
Par la suite, Vegeta et Goku se répartissent les rôles et choisissent leur adversaire, pendant que Bulma confie à Trunks le soin de réparer la jarre cassée à l'aide de glu. Ok. Et ce car il était plutôt doué en puzzle durant son enfance. Pendant l'intense combat enragé qu'il mène contre Goku Black, Vegeta montre toute l'étendue de sa nouvelle puissance acquise après son entraînement dans la salle de l'esprit et du temps. Mais pas seulement, il montre aussi son esprit combatif de Saiyan et sa fierté, celle qui le guide et lui permet d'avancer et de devenir toujours plus fort. C'est finalement cette fierté qui met une rouste à Black davantage que le Super Saiyan Blue. De son côté, Goku écrase largement Zamasu du futur, mais encore une fois, comme ce dernier ne peut pas mourir, il se relève sans mal, même après avoir été fracassé au sol par un puissant coup du Super Saiyan Blue, qui a d'ailleurs été superbement animé. Superbement animé, tout comme le combat de Vegeta contre Black, tout comme les lignes de texte intenses prononcées par Ryo Horikawa, le CU de Vegeta, d'après le scénario de Yoshitaka Toshio. C'était bien trippant et je dois dire que le traitement de Vegeta dans cet épisode n'est pas déplaisant. J'étais, je dirais pas sceptique, mais j'attendais Toei Animation au tournant sur cet épisode car je savais que les fans du Prince des Saiyans étaient assez mécontents de son traitement dernier et voulaient donc le revoir sur le devant de la scène avec enfin quelque chose qui lui permette de briller. En voyant le titre de l'épisode, je me suis dit ah, ils vont essayer de mettre Vegeta en avant conformément à ce qu'attendent les fans et par rapport à sa méforme passée. Mais pour en faire quoi? Haha. Là était la question, et je dois dire que le traitement de Vegeta est plutôt cool, pas de fanservice, on n'a pas de transformation qui sort de nulle part, le power-up de Vegeta s'explique, sa rage également, son discours aussi, le combat est bien fichu et le personnage est respecté et sa relation avec son rival Goku est encore au cœur de sa progression et lui dicte sa conduite et donc aussi la ligne sur laquelle l'intrigue avance. Bref, c'est plutôt cool et de manière générale je suis vraiment satisfait de cet épisode et ça fait beaucoup de bref dans cette analyse. Après là où je suis moins satisfait c'est qu'on m'a spoilé le teaser de l'épisode à venir, donc l'épisode 64 sur les réseaux sociaux, avant que je ne voie l'épisode. On me l'a même envoyé sur Snapchat. Donc soyez prévenus, maintenant le dimanche matin, je ne lis plus vos messages, ça c'est clair et net, donc ça sert plus à rien de m'envoyer quoi que ce soit. Je vais attendre un petit peu de voir l'épisode, ensuite je regarderai les réseaux sociaux et Snapchat. On va donc parler du teaser qui révèle quand même pas mal de choses, d'où le malaise. Et si vous ne l'avez pas vu, je ne peux que vous souhaiter de bonnes choses. Et puis merci d'avoir regardé ce DB Flash, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. On se retrouve très vite en tout cas. Pour les Saiyans restants, tous ceux qui ont survécu à l'assaut de Goku Black, voici donc ce que nous réserve ce teaser. Déjà Black est capable d'utiliser une technique de clonage apparemment. Ensuite il ouvre une sorte de brèche, peut-être une brèche interdimensionnelle, et récupère une sorte de faux. À quoi va-t-elle bien lui servir? On verra. Notons que Vegeta reste les bras croisés devant ce spectacle. Va-t-il encore laisser son adversaire dévoiler son tour de passe-passe avant d'agir? Va-t-on avoir un Vegeta passif et agir par fierté? On verra. Et Goku de son côté combat Zamasu du futur et semble vouloir utiliser le Mafuba contre lui, en tout cas d'après ce qu'il annonce dans le teaser de cet épisode. Le titre de l'épisode quant à lui c'est Prosternez-vous, adorez-le, la naissance explosive de Zamasu fusionné. Car oui, Black et Zamasu du futur vont utiliser la coalescence avec les Potala et donc former un nouvel antagoniste. Zamasu fusionné, comme il est baptisé dans le titre de l'épisode, et également sur les cartes dans Super Dragon Ball Heroes. C'est donc son nom officiel. Et comme il est le résultat de la fusion de la même personne au fond, bah ouais c'est deux fois Zamasu. Zamasu fusionné donc, Gattai Zamasu en japonais, c'est pas illogique. Effectivement, c'est une seule et même personne, mais avec une autre apparence et un nouveau pouvoir. Il reste finalement identique aux Zamasu qu'on connaît du point de vue psychologique. D'ailleurs, comme c'est Zamasu fois Zamasu, ici c'est Shinichiro Miki qui l'incarnera dans le doublage, et il n'y aura pas deux voix superposées comme à l'accoutumée, comme c'est le cas en tout cas pour Vegeto et Gotenks, d'après l'idée de Toriyama Sensei justement. Voilà de quoi nous faire languir. En attendant dimanche prochain, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode 63 et des révélations qu'il apporte dans les commentaires avec le hashtag SpoilersDBS. Je suis curieux de voir votre ressenti là-dessus, et également comment vous voyez le futur de cet arc qui arrive peut-être à son dénouement finalement. Merci en tout cas d'avoir regardé ce DB Flash, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, et merci surtout à tous ceux qui like à mort, partagent et typent, car vous faites vraiment l'essentiel pour faire connaître la chaîne et pour la faire grandir, donc franchement merci, et merci aussi à tous ceux qui m'envoient des petits messages pour nous demander si on est en convention ici ou là, et d'ailleurs on en reparlera très vite sur la chaîne de ce sujet, car il se peut qu'il y ait du nouveau. D'ailleurs, si vous souhaitez savoir si on va à tel ou tel endroit, le mieux c'est encore de demander gentiment aux organisateurs de ces conventions, car généralement quand il y a pas mal de sollicitations, ils s'intéressent aux créateurs de vidéos et peuvent éventuellement les inviter. Voilà, je vous dis à très vite et matane!